Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir ou poser des questions? C'est par rapport au Congo-Brazza. En fait, vous avez parlé de milices qui étaient encadrées par des Cubains. Et en fait, je savais par exemple l'intervention du Che Guevara en Angola plus tard. Mais dans d'autres pays... Au Congo. Oui, je sais, mais c'est après, plus tard. Non, mais c'est les Cubains en Angola, mais pas le Che. Bon, ça c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Donc l'idée, c'était en fait par rapport à savoir s'il y avait d'autres pays où les Cubains étaient présents justement en Afrique. Alors, je dirais que en fait, les Cubains ont été dans plusieurs pays africains, mais ils ont expérimenté un certain nombre de choses en Afrique centrale et ils ont débuté au Congo-Brazzaville puisque c'était le premier pays socialiste de la région. Et donc, c'était à toute petite échelle par contre au Congo-Brazzaville, même si l'influence a été grande, ils étaient peu nombreux, mais ils ont cherché à s'installer, à organiser donc des groupes armés et surtout à créer une base arrière pour d'autres mouvements de la région. Par exemple, s'ils sont ensuite allés, pour vous dire, donc l'Angola, effectivement, c'est l'intervention cubaine en Angola, c'était la plus importante, une des plus importantes, et beaucoup d'Angolais étaient déjà à Brazzaville pour se former dans ces années 60, au moment où eux luttaient contre les Portugais en Angola, et ce sont ces mêmes Angolais qui sont ensuite repartis donc, pour mener la lutte entre les différentes organisations donc en Angola, et les Cubains donc, ont utilisé Brazzaville pour former les Angolais, les Camerounais, les Congolais de l'autre rive. Donc ils n'étaient pas très nombreux, mais ils ont été assez influents sur la région. Et effectivement, le Che Guevara était au Congo, dans l'autre Congo, et il était passé par Brazzaville, bien sûr, mais cette expédition a été une catastrophe totale. Il n'a absolument rien compris aux Congolais. Et son journal du Congo est assez édifiant pour ça, d'ailleurs. Oui, en mai 68, là, comme vous le disiez, les étudiants de l'université de Dakar se sont mis en grève. En grève, il y a eu des affrontements. Cette université accueillait des étudiants maliens en grand nombre. Oui. Est-ce qu'il y a eu des liens entre Sénégalais et Maliens, entre milieu universitaire à ce moment-là? Les rapports entre le Sénégal et le Mali n'étaient pas encore vraiment excellents à ce moment-là. Hein. Mais c'est sûr que le Mali n'avait pas d'université. Donc évidemment, les étudiants maliens, quand ils allaient... Dakar avait été conçu au départ pour être une université régionale. C'est-à-dire en 68, il y avait 28 nationalités différentes à Dakar. Et ce qui s'est passé, c'est que Senghor a expulsé les étudiants étrangers. Dès que l'université a été cernée par la police, les étudiants arrêtés, sénégalais et étrangers, et les étudiants étrangers, dont les Maliens bien sûr, ont été expulsés vers leur pays d'origine. Et il semble, mais ça je n'ai pas travaillé là-dessus, mais je crois que vous le savez aussi, que certains des Maliens expulsés de Dakar ont été alors incorporés dans l'armée au Mali, parce qu'ils étaient soupçonnés de subversion, etc. Mais en même temps, paradoxalement, cette histoire d'expulsion, ça a précipité la construction de certaines universités africaines, certains pays ne voulant plus dépendre de Dakar et de ce type de choses, justement, pour leur propre jeunesse. Ça a été le cas en particulier au Dahomey. Et le cas du Dahomey est extrêmement intéressant parce que il y a des étudiants expulsés de Dakar en 68, donc expulsés vers le Dahomey, qui vont, eux, se mettre en grève et faire une espèce de mouvement social en 69 pour exiger la création d'une université au Dahomey. Donc ça a eu comme ça des répercussions dans plusieurs pays d'Afrique, pas des répercussions énormes si vous voulez, mais quand même une espèce de vague qui s'est diffusée de Dakar vers les régions environnantes. Dakar, elle a été conçue au moment où l'AOF existait encore. Donc c'était l'université de l'AOF pour les Français, pour ses concepteurs, y compris pour les Sénégalais. Et d'ailleurs, pour ce qui est du Mali, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un moment une fédération sénégalo-malienne, Soudan français et Sénégal, et qui a rompu une histoire compliquée, et qui a donc, il y a eu un froid très très net, et ça Alexis doit bien le savoir, entre le Sénégal de Senghor et le Mali de Modibo Keïta. Mais en 68, c'est déjà le coup d'État, et c'est un autre pouvoir.
Vous avez parlé de l'exclusion des femmes et des paysans dans la révolution au Mali. Je voulais savoir déjà si au Congo, à l'époque, il avait pu y avoir des femmes qui avaient compté ou même qui avaient pu accéder un petit peu à la tête. Et est-ce que vous pensez que pour le Mali, ça a changé aujourd'hui et que les femmes peuvent aujourd'hui faire partie en fait des élites dirigistes? Voilà. Alors je dirais que c'est la complexité un peu de cette période, des choix politiques progressistes de ces militants, c'est qu'ils ont certes cherché à intégrer les femmes, il y a eu des milices et des organisations militaires de femmes, il y a eu la tentative de mettre en place une organisation politique, etc. Mais c'est vrai que la société congolaise, avec un certain nombre de règles, la manière dont les femmes étaient intégrées, le taux d'alphabétisation qui était encore, je dirais, pas faible, mais en tout cas, elles n'accédaient en général qu'à l'école primaire. Il y avait tout un tas de raisons qui en fait ont poussé les femmes, certaines à s'engager quelques années, des étudiantes, des écolières, mais ça n'a jamais pris l'ampleur du mouvement de jeunes en général, qui était bien plus organisé, bien plus en relation. Enfin, en fait, c'était vraiment des militants expérimentés. Donc c'est pour ça qu'elles ont vite décroché, surtout que le régime a pris une tournure un peu plus radicale. Il y a eu des assassinats, il y a eu une répression assez importante, et c'est vrai que dans les comités locaux, les femmes qui étaient un peu présentes au début ont vite quitté ces comités. Mais il y a quand même un certain nombre de lois de cette époque, assez emblématiques, qui ont été portées par des femmes. Je dirais par exemple tout simplement que les femmes, les jeunes étaient exclus de l'école lorsqu'elles étaient enceintes. Et c'est vrai qu'il y a eu donc une loi assez importante qui autorisait ces filles mères à continuer leurs études et mettre en prison les garçons qui les avaient donc mises enceintes, même si ça c'est jamais, même si on n'a jamais eu d'exemple, mais voilà, c'est une loi un peu emblématique. Mais il y a quand même quelques femmes charismatiques qui ont eu un rôle dans la Révolution. Je pense à des gens comme Aimé Mambouniali ou comme elle s'appelle, Alice Bandiagala, oui, qui a quand même été à l'Assemblée nationale révolutionnaire et qui, jusqu'à un certain point, parce qu'après ça se complexifie. Le problème de ces révoltes et révolutions, c'est que après ça se passe pas toujours très très bien. Congo, guerre civile. Juste pour compléter et reprendre ce qu'a dit Héloïse, effectivement, on a déjà, pour participer aux structures dirigeantes, partis, gouvernement, assemblée, on a quelques femmes dans les années 60, mais vraiment très peu. Et c'est aussi en large partie du fait du taux de scolarisation des femmes qui est particulièrement bas au Mali, probablement un des plus bas d'Afrique à cette période. Je crois qu'à l'indépendance, le taux d'alphabétisation est de l'ordre de 6%, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, filles et garçons confondus, enfin hommes et femmes confondus. Donc c'est forcément un frein aussi à l'émergence à la participation des femmes aux structures dirigeantes. Est-ce que la situation a vraiment changé? Alors je dirais oui, en partie quand même. On a une participation croissante des femmes à la vie politique, syndicale, associative. On a eu dans les années 2000 une femme Premier ministre au Mali par exemple, même si elle reste quand même minoritaire encore aujourd'hui. Mais ici aussi. Ici aussi, oui, voilà. C'est pas pour... Oui, la question, en fait, on a l'impression, en vous ayant écouté, qu'il y a vraiment un affrontement entre générations. C'est des révolutions générationnelles. Or, celle qui a fait la décolonisation, condition qu'on connaît, c'est-à-dire celle qui était un peu liée à la FEANF, la Fédération des étudiants africains noirs en France, quels sont ses rapports avec cette génération que vous décrivez? Alors on a l'impression qu'il y avait pas mal d'étudiants qui se sont formés à Paris pendant cette génération de la FEANF, et que ceux que vous décrivez sont des étudiants qui sortent des nouvelles universités africaines. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir quel focal vous
vous avez sur ce rapport entre ces générations politiques différentes qui se sont formées visiblement différemment. Alors en fait, la FEANF, c'est pas la génération qui fait les indépendances. Hein. La FEANF est profondément anticolonialiste, mais elle est totalement hostile aux hommes politiques qui vont négocier les indépendances, c'est-à-dire à Senghor, à Modibo Keïta, à Youlou, à Tsiran, etc. Et c'est justement ces pères de la nation que vont contester la génération qui, elle, n'a pas négocié les indépendances, mais qui veut une vraie indépendance. Au mouvement de Madagascar, c'est vraiment ça, une vraie indépendance. Pour la FEANF, il y a effectivement eu un certain nombre de gens, et le cas du Congo est particulièrement significatif, d'étudiants qui, ayant fait leurs études en France, vont se retrouver à l'avant-garde du mouvement congolais. Ambroise Noumazalei, je vais te repasser la parole, est un de ces cas-là. C'était un ancien de la FEANF de Toulouse. Lissouba, le premier ministre de Massamba Deba, c'est un ancien de la FEANF de Toulouse. Et effectivement, la FEANF a été comme un creuset pour les élites révolutionnaires. Mais il faut savoir que vraiment la FEANF était hostile aux indépendances négociées et aux réformes. Elle prônait la lutte armée, la violence. C'était beaucoup des mots, hein, c'était à la Fanon, quoi. Il y en a beaucoup qui ont dû s'intégrer quand même aux premiers appareils politiques. Ah, mais bien entendu. C'est les générations antérieures. Mais bien entendu, parce que d'abord, il y a effectivement plusieurs générations la FEANF elle-même, hein, et ensuite, je veux dire, il faut voir que les étudiants africains, c'est une infime minorité à l'époque. Donc faire ses études en France, là où il y a les meilleures conditions pour faire des études, ça a amené forcément à des postes de responsabilité au retour. Donc on ne peut pas demander non plus aux gens qui ont été militants dans leur jeunesse de rester éternellement dans le maquis. Hein. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont été au pouvoir. On a beaucoup. Écoutez, il y en a un qui est toujours au pouvoir d'ailleurs. C'est Alpha Condé en Guinée, qui était président de la FEANF en 66. Il est au pouvoir en Guinée, mais il est quand même passé avant. Il a été prof à Paris 1, il a commercé en import-export ou je sais pas trop quoi, et ensuite il est quand même passé par la prison, et il en est sorti très très mal en point. Hein. Donc il a eu aussi une existence un peu chaotique, mais la FEANF, vous avez la toute première génération, les gens comme Amadou Montambo par exemple, qui ont été ministre de Senghor. Amadou Montambo est ministre de Senghor en 68, il est ministre de l'Éducation nationale, mais il est renvoyé parce qu'il semble qu'il gère très très mal le rapport avec les étudiants, qu'il est trop complaisant avec les étudiants. Sinon, vous avez les premiers de la FEANF, il y a un peu de tous les cas. Il y a cette femme assez extraordinaire qui est la première et dernière présidente de la FEANF, qui est Solange Faladé, la petite fille du roi Béhanzin. Mais alors elle va choisir de rester en France. Et elle sera l'analyste de Lacan. Et elle fondera l'école freudienne. Ça aussi, c'est des trajectoires assez extraordinaires. Où je peux citer aussi, alors on le retrouve aussi au Congo, Abdoulaye Rodia, parce que lui aussi, alors toujours Lacan, je ne sais pas pourquoi, il a épousé la secrétaire de Lacan, Gloria, et il a aidé à gérer l'héritage de Lacan. Et on le retrouve ensuite au Congo-Brazzaville, enseignant le marxisme pendant la Révolution, et il est maintenant au Congo-Kinshasa, accusé d'apologie de crimes contre l'humanité. Vous voyez que les itinéraires de la FEANF, il y a un peu de tout. Mais au Congo, et Louise va vous le confirmer, il y a eu quand même un certain nombre de gens qui ont été les acteurs de la Révolution, qui étaient de la FEANF, qui avaient été de la FEANF. Oui, juste pour compléter, mais tu l'as dit très justement, il y avait vraiment des liens et durant toute la période, c'est ce qui est intéressant, entre les anciens de la FEANF, les étudiants de l'AEC qui était l'organisation congolaise mais qui était rattachée à la FEANF, qui était très radicale aussi. Voilà, c'était des liens permanents, des tracts circulaient, les communiqués aussi, enfin il y avait tout un réseau de militants qui avaient des liens entre eux et je dirais que vous avez raison sur le fait qu'il y a quelque chose qui est lié à la lutte de génération. On sent que la génération des instituteurs qui étaient au pouvoir ou qui ont eu des responsabilités politiques, les nouveaux étudiants, enfin les étudiants de la FEANF contestent leur légitimité, etc. Donc il y a quelque chose qui est lié aussi à cette question. Alors si je peux me permettre de rajouter deux choses. La FEANF, par contre, à Paris, elle a un peu raté 68. C'est-à-dire que le moyen d'action privilégié de la FEANF dans les années 67, 68, mettons jusqu'aux années 71, c'est occuper les ambassades africaines.
Ils occupent toutes les ambassades africaines, les unes après les autres. En général, ils entrent, parce qu'on ne leur résiste pas, ils prennent l'ambassadeur en otage s'il est là. Bon, les flics français rappliquent parce qu'ils ont été appelés, ils les emmènent au commissariat, au bout d'une demi-heure, ils les relâchent. Voilà. Mais c'est systématique. Toutes les ambassades africaines y passent. Par ailleurs, le congrès de la FEANF de 69 reproche aux dirigeants de ne pas s'être assez impliqués dans le mouvement de mai en France. Bon, ils ont bien fait des tracts de soutien à l'UNEF, des choses comme ça, mais ça mange pas vraiment de pain. Mais ils étaient vraiment très très dirigés vers leur pays à ce moment-là. Et donc ils n'ont pas saisi la balle au bon, je dirais, quelque chose comme ça. Ils ont occupé aussi la cité universitaire, le pavillon de la maison de l'Afrique, évidemment, des choses comme ça. Pour ce qui est de la génération, absolument, ce sont des conflits générationnels, à ceci près que, et moi je prends l'exemple de Madagascar parce que les choses y sont très nettes. Alors, les parents, j'appelle ça les parents, ne comprennent pas très bien ce que veulent les jeunes. Hein, parce que les jeunes, ils revendiquent l'égalité à l'école, la fin du capitalisme, enfin des tas de trucs comme ça. Bon, les parents ne comprennent pas très bien. Mais à partir du moment où le pouvoir va mater les jeunes, et là, ils arrêtent tous les étudiants à l'université, et ils les envoient dans un fort, sur une île où avaient été internés les députés de 47. Alors ça passe pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce sont les parents qui vont descendre dans la rue pour défendre leurs enfants. Donc vous voyez, ça a été générationnel, mais à partir d'un certain moment, les parents se sont réveillés et on considérait que l'État n'accomplissait pas son rôle. Et à Madagascar, il y a un terme, Remananjat, ou je ne sais pas exactement le prononcer, l'État père et mère. Mais l'État n'était plus père et mère, l'État devenait un tyran. Et là, les parents se soulèvent, envahissent Tananarive, 250 000 personnes sur une ville de 500 000 habitants dans la rue, et vont demander le retour des enfants. C'est le slogan, le retour des enfants. Et ils vont obtenir le retour des enfants. Donc vous voyez, c'est générationnel, machin, etc. quoi. Bien, merci Gustave Massia. Donc merci beaucoup de montrer qu'il s'est passé beaucoup de choses et de façon très spécifique suivant les pays, en fait. Hein, et donc, je crois que c'est très important. Moi, je voudrais un peu revenir sur l'ensemble de cette initiative qu'on a essayé de prendre sur mai 68 des Sud. L'hypothèse dont on était parti, c'est que entre, disons, 65 et 73, il y a un moment révolutionnaire mondial. Enfin, il y a un moment, en tout cas, de rupture mondiale, voilà, et qui est très différent suivant les régions. Et donc, hier, nous avons vu justement l'Asie, et on a beaucoup discuté de la révolution culturelle, qui avait commencé en 66. Oui, si. Qui avait de la révolution culturelle, et puis aussi du Vietnam et de l'Indonésie. Donc, on voit bien, et aujourd'hui, on est sur l'Afrique. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que l'Afrique est en mouvement, et en même temps, c'est extrêmement rapide. Parce que entre le temps des indépendances, mais qui avait été quand même précédé par des mouvements très importants de lutte pour l'indépendance, et le temps de ce qui va se passer, c'est-à-dire entre 60... En Côte d'Ivoire, ça commence plutôt en 67 d'ailleurs, avec le mouvement dans l'université. Ah, il y en a, c'est déjà plus tôt en Côte d'Ivoire. Il y a déjà des... Bon, donc en Côte d'Ivoire, suivant les pays, il y a déjà pas mal de mouvements. Mais il y a quelques années, c'est après qu'on va voir se développer beaucoup de mouvements très, très importants en Afrique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ensemble du mouvement est lié évidemment à la décolonisation. Bon, et la décolonisation, une étape importante de la décolonisation, c'est Bandung. Bon. Et à Bandung, effectivement, à part Nkrumah, il y a peu de leaders africains. C'est le grand blanc de Bandung, comme disait Ali Diop. Bon. Et Bandung, il n'y avait ni l'Amérique latine, il faudra attendre l'essai de tricontinental pour retrouver l'Amérique latine, et très très peu d'Afrique. Il y avait surtout l'Asie, il y avait Nehru, il y avait Chou En-lai, il y avait Sukarno, donc c'était... Bon. Alors, ce qui se passe quand même, c'est que dans presque tous les pays africains,
et aussi dans tous les pays qui ont conquis leur indépendance en Asie avant, les mouvements qui ont porté l'indépendance étaient beaucoup plus à gauche, évidemment, et on a des intermèdes qui vont durer 2-3 ans, dans presque tous les pays, qui vont être des propositions de libération nationale et de modèle d'indépendance. Ça va être le cas de Modibo quand même si effectivement on peut... ça va être le cas de Mamadou Dia, ça va être le cas de Ben Bella ailleurs, ça va être le cas... Donc c'est un peu sur le modèle de Nkrumah, qui servait beaucoup de référence, ça va être des essais de construction d'indépendance nationale. Et puis on va voir se développer dans certains cas, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, des mouvements... En France, au niveau de la FEANF, il y a quelques personnes quand même qui jouent. Blondin Diop. Il n'est pas à la FEANF. Un peu. Blondin Diop, non, il est à l'UJCMLF à ce moment-là. Il est vraiment un peu un marginal, Blondin Diop. Il est au mouvement du 22 mars. Oui, ça, mais ensuite, il va être repris par une partie des gens de la FEANF au Sénégal, qui vont retourner au Sénégal et qui vont créer notamment le mouvement qui va suivre ensuite. Il va y avoir un mouvement Mao qui va être créé, mais c'est plutôt Landine Savané d'ailleurs, parce que Blondin Diop, il va très vite partir au Mali, parce qu'il avait comme projet, ses frères avaient attaqué le cortège de Pompidou à Dakar en 71, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Incendiaires, et qui s'autonommait les Incendiaires, et ils ont été évidemment arrêtés, et Blondin Diop, Omar, est parti au Mali avec le projet complètement fou de prendre en otage l'ambassadeur de France au Mali pour faire libérer ses frères qui avaient été arrêtés. Évidemment, ça n'a pas marché, et lors d'un voyage de Senghor au Mali, à ce moment-là, il a été arrêté. Et il a été arrêté, extradé vers le Sénégal, enfermé à Gorée, condamné à 3 ans de prison, ce qui n'était pas énorme, et puis assassiné par ses gardiens à Gorée, en fait. Et il est devenu une icône du mouvement sénégalais. Et d'ailleurs, la mort, le dossier vient d'être rouvert à la demande de la famille. Non, mais ça montre quand même, il y avait des tendances guévaristes dans beaucoup d'endroits, ça c'était quand même... donc Blondin en faisait partie, enfin beaucoup d'autres. Le Tché est allé dans 2 pays. Il a visité les mouvements qui pouvaient être de guérilla dans 2 pays, le Congo, Kinshasa actuel, et le Cameroun. Il a hésité d'ailleurs, il le dit, entre le Cameroun et le Congo. Le Congo, Kinshasa, oui, bien sûr. Kinshasa. Il a écrit d'ailleurs, il avait choisi Kabila. En plus, disons, donc c'était. Il a attendu Kabila tout le long de son séjour au Congo. Et Kabila n'est jamais venu. Je pense que ce que va révéler le moment en Afrique, c'est justement le fait que la reprise en main, notamment avec l'aide des Français, qui s'est faite pays par pays, et reprise en main qui s'est faite contre les mouvements qui revendiquaient plus d'indépendance, puisque c'était à peu près ça, et qui dans certains pays, notamment au Burkina ou ailleurs, s'est traduite par des alliances, notamment d'une partie de l'armée et des syndicats, parce que c'est un peu ça qu'on a vu, a été contesté par la recherche d'alliances, notamment avec les autorités traditionnelles, et notamment les autorités traditionnelles qui avaient de l'influence sur la paysannerie. Senghor a passé alliance avec les Mourides, justement contre Mamadou Dia et les syndicats sénégalais. Mamadou Dia, ça allait assez bien avec les Mourides quand même. Il était un peu en froid avec les leaders de la confrérie Mouride, mais il n'y a jamais eu vraiment de clash entre Mamadou Dia et les Mourides quand même. Oui, mais Senghor a quand même passé son alliance. Oui, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, la confrérie Mouride, comme la confrérie Tidjane, le soutiennent en 68. Oui. Alors que les catholiques, lui-même étant catholiques qui sont présents à Dakar, s'opposent à sa politique de répression. C'est aussi assez paradoxal, quoi. Donc je pense que c'est surtout ce mouvement montre qu'il existe encore des formes de refus, ou de poursuite de la décolonisation qui vont se déployer beaucoup après. Donc c'est pour ça, c'est que par rapport à l'ensemble de la période 65-73, l'Afrique, elle est au début de la décolonisation. Et donc ça joue un rôle beaucoup moins fort
dans les différents pays africains que ça ne joue, notamment en Asie, en Amérique latine, c'est une autre histoire, et aussi en Amérique latine.